Internet regorge de contenus effrayants, mais certaines vidéos vont au-delà du dérangeant. Comme cette première vidéo, par exemple. Le 9 décembre 2019, à 11h56. Ce devait être le voyage d'une vie. Anthony Langford, qui célébrait son 51e anniversaire, embarqua pour une croisière à bord de l'Ovation of the Seas avec son épouse Christine, 46 ans, leur fille Winona, 17 ans, et leur fils Jesse, 19 ans. Cette famille originaire de Sydney avait beaucoup voyagé, mais cette expédition promettait quelque chose d'extraordinaire, un périple à travers les majestueux paysages de la Nouvelle-Zélande, se concluant par une visite de Wakahari, plus connu sous le nom de White Island, un volcan actif, isolé, s'élevant de façon spectaculaire depuis la mer. Le matin du 9 décembre, le paquebot accosta à Tauranga, un port très prisé situé dans la baie de l'Abondance. Le temps était idyllique, un ciel ensoleillé, une mer d'un calme parfait. Parmi les excursions proposées ce jour-là figurait une visite guidée de White Island. Malgré l'alerte volcanique portée au niveau 2 en raison d'une activité accrue, les excursions continuaient comme si de rien n'était. Les Langford, en quête d'aventure, se joignirent à 43 autres personnes pour ce voyage. Opportunity out there as well. You'll notice there's an area where there's a bit of bubbling water. Please don't go too close to it because it is undercut. Not quite sure where it sort of ends up. À leur arrivée, le groupe enfila des casques jaunes et des masques à gaz, suivant les guides à travers le terrain fragile de l'île, marqué par les traces de soufre. Sous leurs pieds, la terre tremblait, un phénomène courant à Wakari. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'une accumulation de vapeur et de gaz surchauffés se formait sous la surface, piégés sous une fine croûte rocheuse. Et à 14h02, les choses prirent une tournure inquiétante. Oh my god! Oh my god! Holy crap! Oh my god! Oh my god! Look at the boat! Oh no! Somebody laying in the water. Holy crap, man. Covered in Look at the helicopter there. oh my god. Sans le moindre avertissement, le volcan entra en éruption violente. Une immense colonne de cendres, de vapeur et de gaz toxiques s'éleva dans le ciel, engloutissant l'île en quelques secondes. La température dépassa les 300 degrés Celsius, réduisant tout sur son passage en cendres. L'explosion fut si soudaine qu'il n'y eut aucun temps pour fuir. Près du cratère avec sa famille, Jesse Langford fut projeté au sol. Il sentit sa peau brûler, sa vision s'assombrir. Au milieu du chaos, il comprit que sa mère était morte sur le coup. Son père montrait encore des signes de vie, mais succomba peu après. Sa sœur Winona, quant à elle, resta introuvable. Dans une interview donnée plus tard, Jesse raconta cette expérience terrifiante, décrivant la douleur insoutenable et sa recherche désespérée de sa famille à travers la fumée et les cendres. Malgré ses blessures, il parvint à tituber jusqu'au rivage. Un guide d'un autre groupe l'aperçut et l'aida à entrer dans l'eau pour apaiser ses brûlures. Il fut le seul survivant de l'éruption à une distance aussi proche du cratère. Les efforts de secours furent rendus difficiles par l'isolement de l'île, nécessitant l'intervention d'hélicoptères et de bateaux pour atteindre les victimes. Pour beaucoup, l'aide arriva trop tard. Parmi les 47 personnes présentes sur l'île, 22 perdirent la vie, dont Anthony et Christine Langford. Le corps de Winona ne fut jamais retrouvé. Jesse souffrit de brûlures sur 90% de son corps et fut plongé dans un coma médicalement induit au Royal North Shore Hospital de Sydney.
À son réveil, il apprit le destin de sa famille. Dans un message vidéo diffusé lors de leurs funérailles, il exprima sa douleur et sa gratitude d'avoir survécu, déclarant « Je suis reconnaissant d'être en vie, mais tout ce que je connaissais a disparu ». La tragédie de Wakari rappelle cruellement les risques liés au tourisme d'aventure et l'importance de mesures de sécurité strictes. Pour Jesse Langford, le chemin de la guérison continue, marqué par la résilience et le souvenir de ses proches disparus. Cette vidéo vous a déjà paru troublante ? Alors préparez-vous pour la suivante. Elle est encore plus inquiétante. Timothy James Pitson était le seul enfant de ses parents, James Pitson et Amy Joanne Marie Fry Pitson. Il est né le 18 octobre 2004 et, lorsqu'il a été temps de commencer l'école, il a fréquenté l'école élémentaire Greenman dans l'Illinois. Le 11 mai 2011, alors que Timothy n'avait que 6 ans, il allait attirer l'attention nationale à son insu, après que sa mère ait réalisé un coup extrêmement troublant qui continue de laisser les enquêteurs et les forces de l'ordre perplexes. Ce jour-là, son père, James, l'a déposé à l'école le matin et Timothy s'est rapidement dirigé vers sa classe de maternelle. Lorsque James est parti, les enseignants ont été surpris de voir sa mère, Amy. Il n'était pourtant pas encore l'heure de la fermeture. Au contraire, la journée venait à peine de commencer. Il était entre 8h et 10h, quelques minutes seulement après son arrivée avec son père. Lorsqu'on lui a demandé, Amy a simplement expliqué à l'école qu'une urgence familiale nécessitait de retirer Timothy de l'école. Cependant, à l'insu des enseignants et des responsables de l'école, Amy n'a pas ramené Timothy à la maison. Elle avait d'autres plans. Des plans bizarres et inquiétants. Le père de Timothy et le reste de la famille ont fini par remarquer ce qui s'était passé. Mais il n'y avait pas encore de raison de tirer la sonnette d'alarme. James pensait qu'Amy voulait simplement passer du temps seul avec Timothy. Mais quelque chose semblait étrange. Il était temps de rentrer à la maison. Mais cela n'est jamais arrivé. 2 jours plus tard, Amy n'avait toujours pas ramené Timothy à la maison. Lorsque James a appelé Amy, elle semblait calme et ne laissait transparaître aucun indice sur ses plans. Cependant, lorsque James a demandé à parler à Timothy, Amy ne lui a pas passé le téléphone. Elle a assuré à son mari que leur fils allait bien et s'amusait, mais refusait qu'il communique. James a informé d'autres membres de la famille, dont son frère et la mère d'Amy. C'était la même chose. Amy disait à tout le monde de ne pas s'inquiéter, qu'ils allaient bien mais ne permettait pas de parler à Timothy. L'inquiétude commençait à s'installer. Pourquoi Amy les empêchait-elle de parler à Timothy ? La famille a alerté la police, qui a commencé à retracer les déplacements d'Amy depuis son arrivée à l'école de son fils. Après avoir récupéré Timothy, elle a conduit jusqu'à un atelier de réparation et y a laissé son véhicule vers 10h. Puis, un employé de l'atelier a utilisé une autre voiture pour transporter Amy et Timothy jusqu'au zoo de Brookfield. Amy et Timothy se sont bien amusés au zoo et il était évident que le petit appréciait passer du temps avec sa mère. Vers 15h, ils sont allés récupérer le véhicule d'Amy, puis ont pris la route en direction d'une station de villégiature à Gurney. Ils ont passé la nuit après s'être encore amusés dans le parc aquatique. Timothy vivait les plus beaux moments de sa vie. Cependant, pour Amy, quelque chose de sombre se préparait en elle, même si elle parvenait à le dissimuler à tout le monde. On continuait à les voir apparaître sur les caméras de surveillance des motels, à chaque fois plus éloignés de chez eux. Le duo a ensuite séjourné dans une autre station de villégiature dans le Wisconsin, où les images de surveillance les ont montrés quittant les lieux à 10h le lendemain matin. Ce jour-là, Amy a parlé avec plusieurs membres de la famille, rassurant tout le monde quant à sa sécurité et celle de son fils. Selon les relevés téléphoniques, les appels ont été passés depuis la région de Sterling. La présence de Timothy a été confirmée lors de l'un de ces appels, car on pouvait l'entendre dire qu'il avait faim. À ce stade, Amy a commencé à éviter les appels de son mari, comme si elle passait à la prochaine étape de son plan. Elle a alors commencé à apparaître seule sur les caméras de surveillance, sans Timothy. L'une des caméras l'a montrée en train d'acheter seule des articles étranges dans un magasin de bricolage, comme un stylo, des enveloppes et des cahiers. Puis, elle est apparue seule dans une épicerie. Cela faisait déjà 3 jours qu'ils étaient sur la route.
Avant midi, le 13 mai 2011, Amy a été vue seule en train de s'enregistrer au Rockford Inn, à Rockford, dans l'Illinois. Timothy n'était pas avec elle. Ce fut la dernière fois que quelqu'un vit Amy en vie. Le lendemain matin, elle fut retrouvée dans sa chambre, morte, après avoir mis fin à ses jours en ingérant une overdose d'antihistaminiques et en s'entaillant la gorge et les poignets. Elle avait laissé une lettre qui glaça d'effroi sa famille et la police. Elle commençait par s'excuser pour les jours précédents et ajoutait que Timothy était désormais avec des personnes qui prendraient soin de lui. « Vous ne le retrouverez jamais », écrivait-elle. Cette phrase laissait entendre qu'elle avait reçu l'aide de quelqu'un et qu'identifier ces personnes pourrait permettre aux enquêteurs de retrouver Timothy. Mais au lieu d'apporter des réponses, le mystère ne fit que s'épaissir, sans qu'aucune piste claire ne se dessine. La police se mit alors à fouiller ses affaires à la recherche du moindre indice pouvant les mener jusqu'à Timothy. Ils ont retrouvé des traces de sang dans la voiture d'Amy et les analyses ont révélé qu'elles appartenaient à Timothy. Quelque chose de troublant était-il arrivé à l'enfant, ou bien se trouvait-il réellement avec des personnes bienveillantes, comme Amy l'avait affirmé? Une enquête plus poussée a révélé que le sang pouvait provenir d'un saignement de nez survenu avant l'enlèvement. Les enquêteurs ont alors retracé les pas d'Amy, vérifiant les images de vidéosurveillance et les relevés téléphoniques, mais les pistes qui apparaissaient ne menaient à rien. L'inspection du véhicule d'Amy a montré qu'il avait traversé un terrain accidenté, mais les policiers n'ont pas pu déterminer l'endroit exact. Même lorsqu'ils ont retrouvé le téléphone d'Amy au bord d'une route de l'Illinois, cela n'a rien apporté de concret ni fourni d'informations supplémentaires. Les chaînes de télévision du pays entier ont relayé l'affaire, diffusant les photos de Timothy, mais personne n'a pu apporter de détails utiles. Le père de Timothy, James Pitson, a lui aussi accordé des interviews. Bien qu'il se soit montré confiant dans la possibilité de retrouver son fils, il restait persuadé que Timothy était en vie. You can't give up hope. As soon as you give up hope, then what should I do? What, declare him dead? I mean, no, I'm not going to do that. Et était avec quelqu'un qui avait travaillé avec Amy, mais Timothy n'a jamais été retrouvé. Les années passèrent et beaucoup oublièrent le garçon, mais l'affaire attira de nouveau l'attention en 2019 lorsqu'un jeune homme se manifesta, affirmant être Timothy. Tout le monde fut heureux, et James fut enfin fier d'avoir gardé l'espoir vivant. Cependant, les tests ADN révélèrent que l'individu n'était pas Timothy. Il s'agissait d'une autre personne qui inventait des histoires sur sa fuite de ses ravisseurs. L'affaire de Timothy reste à ce jour l'un des mystères les plus troublants et déroutants. Les vidéos de surveillance existent, mais il ne nous reste que des théories et des preuves qui ne mènent nulle part. Mark Chopper. Reed fut l'un des criminels les plus célèbres et redoutés d'Australie, connu pour ses crimes violents et sa réputation intrépide dans le milieu criminel de Melbourne. Après avoir passé de longues années derrière les barreaux, Chopper surprit le monde en transformant son histoire en livres à succès, où il mêlait une brutalité crue à un humour noir, révélant sans détour les réalités du crime. Ses ouvrages devinrent des classiques cultes, captivant les lecteurs avec des récits de violence, de survie et cette frontière trouble entre le rôle de criminel et celui d'anti-héros. Malgré son passé sanglant, son charisme et son talent de conteur firent de lui une véritable légende de l'histoire criminelle australienne. Le succès de ses livres attira l'attention d'une journaliste qui décida de réaliser la toute première interview télévisée de Chopper. En 1992, elle se rendit en Tasmanie, espérant le pousser à se livrer. L'entretien aborda de nombreux sujets, et à un moment donné, Chopper alla même jusqu'à montrer ses talents de tireur, une compétence qu'il avait acquise à l'époque où il côtoyait la mafia. Very, very good shot. How Would you like me to show you how good a shot I am? Yeah. All right, well, I'll get my young assistant, Trent. Grab that bottle. Get over there. This bloke's paid by the hour. Once Chopper got started, there was no stopping him. You want me to have a go? Show you? Okay. Want to show you? All right. Hold it up clear. Hang on, just see if the gun works first. Oh, the gun works nicely. Yep, I'm a crack shot. So how long's it taken you to be a shot like that? Oh. For most of my life. Tout bascula lorsque Renée, la journaliste, lui demanda comment il avait réussi à soutirer de l'argent à la mafia chinoise en jouant à la roulette russe.
Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que Mark allait en faire la démonstration sur le champ, transformant l'entretien en une scène d'une tension extrême, où l'atmosphère devint soudainement lourde, oppressante et pour tout dire, terrifiante. But there's one scene the Americans didn't see, and neither did viewers in Australia. Ladies and gentlemen, there's a slug in this gun. Now, you've got to take my word for it, but there's a slug in this gun. Wow, I want one shot to my head. One shot to Renee's. Are you ready, Renee? I don't think I want to play. Are you ready? You don't want to play. Bad luck. C'est à ce moment-là que le caméraman a cessé d'enregistrer. Plus tard, lors d'une interview, on demanda à Renée ce qui s'était réellement passé après cela. Elle expliqua qu'elle était sous le choc total, qu'elle avait simplement ri nerveusement et lui avait demandé comment il avait fait. C'est alors que Mark pointa l'arme vers le sol et appuya 2 fois sur la détente. Et là, boum, le coup partit. Il s'avéra qu'il y avait bel et bien une balle réelle dans le barillet. Cela signifiait que s'il avait pressé la détente une fois de plus sur lui-même, puis tourné l'arme vers Renée, elle aurait pu être tuée sur le champ, devant la caméra. Il l'a d'ailleurs reconnu plus tard en disant, je cite, « Si j'avais pressé la détente une 3e fois devant la caméra, elle serait morte. » Et à propos de lui-même, il ajouta, « J'aurais pu me faire exploser la cervelle juste pour une blague. » La vérité, c'est qu'il n'avait absolument aucune idée de ce qu'il faisait. Il se fiait uniquement à une chance insensée. Certains parlent d'armes trop huilées et du fait que la balle tombe généralement dans le 3e ou le 4e compartiment du barillet. Mais ce n'était pas le cas ici. Il cherchait simplement à paraître impressionnant devant la caméra et il a failli tuer quelqu'un dans le processus. C'est franchement terrifiant et cela montre pourquoi de nombreux journalistes se montrent extrêmement prudents, voire évitent totalement d'interviewer d'anciens criminels comme lui. Ceci est l'acteur de film pour adultes colombien Yostin Mosquera, filmé en train de danser dans la maison d'un couple, quelques instants seulement après leur avoir ôté la vie lors d'une attaque terrifiante. Mais il ne s'est pas arrêté là, car dans un geste qui a choqué même les enquêteurs les plus expérimentés, il a démembré les corps avant de les transporter dans des valises et de prendre la fuite, chacun de ces mouvements étant capté par une caméra. Yostin Andrés Mosquera travaillait comme créateur de contenu pour adultes lorsqu'il fit la rencontre de Paul Longworth, 71 ans, et d'Albert Alfonso, 62 ans, un couple uni par un partenariat civil qui se connaissait depuis plus de 20 ans, séparés un temps mais restés proches au point de continuer à vivre ensemble, inséparables et meilleurs amis, ne fréquentant ni leur famille ni un grand cercle d'amis, vivant essentiellement l'un pour l'autre. Albert Alfonso avait grandi à Bidart, dans le sud-ouest de la France. Il avait étudié dans une école hôtelière à Biarritz avant de partir gérer des hôtels au Royaume-Uni, jusqu'à devenir directeur général d'un prestigieux domaine résidentiel à l'ouest de Londres. C'est là qu'il fit la connaissance de Paul Longworth, un bricoleur à la retraite, avec qui il partageait une enfance passée en foyer d'accueil, un lien qui les rapprocha aussitôt, et en février 2023, ils officialisèrent leur union civile, Paul étant décrit par leurs amis comme un homme extrêmement gentil et Albert comme quelqu'un de drôle, autoritaire et motivé. Après plusieurs années dans la gestion hôtelière, Albert décida de changer de carrière et devint maître nageur, suivant une formation de sauveteur à Londres, mais derrière leur vie apparemment paisible, il y avait une part plus sombre, car Paul participait à des expériences sexuelles extrêmes qu'il finançait et partageait parfois en ligne, une facette que peu connaissaient et à laquelle Albert ne participait pas, bien qu'il en fût conscient. Albert avait rencontré Mosquera dès 2012, à travers leur intérêt commun pour ces pratiques. Et dès 2017, il commença à le payer pour obtenir des vidéos, espérant plus de cette relation, alors que Mosquera n'y voyait qu'un intérêt financier, puisqu'entre septembre 2022 et juillet 2024, il lui versa plus de 7 700 $ et 928 livres supplémentaires via MoneyGram. Tandis que Mosquera gagnait de son côté plus de 17 000 livres en publiant plus d'une centaine de vidéos et d'images sur différentes plateformes. En 2023, Albert l'invita pour la première fois au Royaume-Uni, finançant entièrement son voyage et l'hébergeant chez lui. Et l'année suivante, en mars 2024, lorsque Paul et Albert décidèrent de voyager, Albert suggéra naturellement la Colombie et Paul accepta. Ils retrouvèrent Mosquera sur place et l'invitèrent à se joindre à leur séjour. Il s'intégra immédiatement comme s'ils avaient toujours vécu ensemble et une photo tristement devenue emblématique
les montre tous les trois souriants sur un hors-bord dans une station balnéaire de luxe. Paul et Albert profitant de leur plus beau jour sans se douter de l'horreur à venir. Après ce voyage, Mosquera rejoignit Albert au Royaume-Uni et leur relation, complexe mais consentie, se poursuivit. Albert recevant ce qu'il désirait et Mosquera de l'argent, mais pour ce dernier cela ne suffisait plus. Sa cupidité avait pris le dessus et il était déterminé à éliminer tout obstacle. Le 8 juillet 2024, il mit son plan en marche après avoir étudié leurs finances et des méthodes pour tuer et dissimuler un corps. Il attaqua d'abord Paul, le frappant sauvagement à coups de marteau jusqu'à ce qu'il succombe. Puis, il dissimula son corps et attendit le retour d'Albert, qui en rentrant chez lui, tomba directement dans le piège. Les deux étaient en train d'avoir des relations sexuelles devant la caméra lorsque Mosquera le poignarda à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il meure. Puis, recouvert du sang de sa victime, il se dirigea vers la salle de bain pour se nettoyer, et une caméra l'a alors filmé en train de chanter et de danser. Somebody's just snapping, that's somebody that has planned to kill one of them at the pool, hide his body, wait for Albert to come home, then go on to have sex with Albert in quite an extreme fashion, and then at the point that he decided to then take Albert's life as well. C'était immédiatement après avoir neutralisé les deux hommes dans leur appartement de Londres que Mosquera commença à chercher de l'argent, et après avoir essayé en vain de transférer de l'argent depuis l'ordinateur d'Albert, il se rendit à un distributeur automatique pour retirer de l'argent de ses comptes. Mais au lieu de fuir immédiatement, il resta sur place, et ce qui suivit fut l'une des scènes les plus bouleversantes que l'on puisse imaginer, car le Colombien démembrait le couple, et fit entrer un congélateur-coffre dans lequel il stocka des parties de leur corps. Selon le détective en chef Holly Stride, c'est probablement l'enquête sur un meurtre la plus traumatisante et éprouvante à laquelle j'ai eu affaire, en raison de cette vidéo et du fait que cela s'est déroulé lors de leur activité sexuelle dans leur propre maison. Mosquera plaça les autres parties des corps dans plusieurs valises, puis engagea de l'aide, et l'une des personnes qu'il avait recrutées disposait d'un van avec lequel il transporta Mosquera et les valises sur 186 km jusqu'à Bristol, près du pont suspendu de Clifton, où il jeta les restes depuis le pont avant de prendre la fuite. Quelques instants plus tard, un motard le filma, en train de s'enfuir, tandis qu'une des valises commençait à fuir du sang. Et ceux qui l'avaient su ont rapidement composé le 911, au téléphone, depuis le pont suspendu de Clifton. Clifton Suspension Bridge. What's the emergency? Right, we're going to need some police up here quite urgently, I think. We had a gentleman up here who was dragging a case behind him. The case of the wheels are broken and what have you. He says there's car parts and what have you. I've got to be funny, the case is broken and it looks like it's really heavy and there's blood coming out of it. The guy with the case has run off. We're now with the case, it's blood. We're convinced it's blood. L'adresse inscrite sur l'une des valises a conduit la police à l'appartement d'Albert, dans le quartier de Shepherd's Bush, où ils ont trouvé toutes les preuves nécessaires pour traduire le coupable en justice. Et après 2 jours de fuite face aux autorités, Mosquera a finalement été arrêté. Il a ensuite été reconnu coupable de double homicide à l'issue de son procès à la Woolwich Crown Court. Le Grand Canyon, l'un des endroits les plus époustouflants de la planète. Chaque année, des millions de touristes du monde entier se rendent en Arizona pour admirer son immensité, prendre des photos et capturer des souvenirs qui dureront toute une vie. Mais parfois, dans la quête du cliché parfait, certaines personnes vont un peu trop loin. Et lorsqu'elles le font, la tragédie peut frapper en un instant. That's why everybody's sitting over there. They go and take a picture. And then you fall, and then somebody gets hurt. That's why you don't go down there. That's why there's no trail down there. Oh my God. Where's he at? They fell down Fell off cliff. Ces images datent de 2020. Une femme de 59 ans, originaire d'Arizona, visitait le canyon comme tant d'autres. Elle s'est approchée du bord pour prendre une photo et a glissé. Elle a fait une chute de plusieurs centaines de mètres qui lui a coûté la vie. Malheureusement, elle n'est pas la seule. Par curiosité, j'ai commencé à me renseigner sur des incidents similaires. C'est alors que je suis tombé sur cette vidéo suivante, et elle m'a laissé sans voix. Discrétion conseillée aux spectateurs.
He should come back. Is there anybody that works here? What? Oh, do not have to get out though. I'm good. Okay. I have to get back up though. That's the issue. Climbing that rock. Just come back, man. Just come back. Oh yeah, I'll come back sometime. Oh, this is fucking beautiful. It is, but... Hey, no native cross, girl. Oh shit, is he okay? Wait. Oh no. Oh no. Shit, man. No, Don't look at it. You smoke. Don't look, don't look. Oh my god. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh, we told him to come back up. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. We need to call. You have your phone. Get your phone. Helicopter is out. Here. Give me a call. Oh my gosh. Dumbass. Oh my god, we. Baby girl. There's no back here. Oh my gosh. Has this ever happened before? He's not moving, huh? He's not moving. Hello? Hello? I don't know. Oh my gosh. On voit un homme s'équilibrer près du bord du canyon, risquant tout pour une photo spectaculaire. Soudain, il glisse, tombe de plusieurs mètres et roule vers un second précipice. Pendant un instant terrifiant, on croit qu'il ne s'arrêtera pas à temps. Mais contre toute attente, il survit. Il reste complètement immobile, son corps à peine reconnaissable sous les cendres. Ceux qui l'observent depuis le point de vue craignent le pire. Ils appellent un hélicoptère médicalisé. C'est cette décision, prise dans un moment de panique, qui a peut-être finalement sauvé sa vie. D'après les rapports, l'homme a survécu avec seulement quelques contusions et blessures légères. Mais cela aurait pu se terminer très différemment. Que cela serve de rappel puissant, la nature est belle, mais aussi impitoyable. Un seul faux pas suffit. Alors, la prochaine fois que vous vous tenez au bord pour une photo, demandez-vous, ce cliché vaut-il vraiment le risque? Un seul faux pas peut tout changer. Le mercredi 11 juin 2013, les agents du département de la sécurité publique du Texas, DPS, ont fait une découverte troublante en interrogeant des conducteurs impliqués dans un accident sur une route du sud du Texas. Ce qui devait être une enquête rapide s'est transformé en une scène qui a non seulement choqué les officiers, mais qui a aussi révélé jusqu'où certaines personnes sont prêtes à aller simplement pour entrer clandestinement aux États-Unis. Une conductrice, identifiée comme Silva Patricia Santamaria, âgée de 43 ans, faisait partie des personnes impliquées dans l'accident sur l'Interstate 37 à George West. Elle conduisait un camion-fourgon international de 2005. Cette femme, originaire de Houston au Texas, a déclaré aux agents qu'elle transportait des matelas Dalton vers Houston. Cependant, elle n'a cessé de fournir aux policiers des déclarations contradictoires. Il devint évident que cette femme n'était pas à l'aise en présence des agents et qu'elle cachait quelque chose. Les policiers l'ont donc poussée à donner davantage de réponses. Elle a fini par livrer des déclarations encore plus compromettantes, avant que les officiers ne décident finalement d'inspecter le camion. De façon stupéfiante, derrière une pile de 30 matelas, se trouvaient 25 personnes entassées dans un espace minuscule et mal ventilé, soigneusement aménagé dans la paroi du camion. Les agents découvrirent que la femme faisait passer clandestinement ces individus aux États-Unis. Parmi eux, se trouvèrent des enfants qui semblaient en très mauvais état. Le camion était entièrement fermé, sans fenêtre ni circulation d'air. Les migrants venaient d'Inde, du Mexique, de Cuba, du Honduras, du Venezuela, du Guatemala, de la République dominicaine et du Salvador. Certains avaient du mal à respirer. Il leur fallut un moment avant de pouvoir se remettre debout
après avoir été comprimés dans ce minuscule espace pendant si longtemps. Les agents du DPS les ont tous sortis du camion, examinés, puis transférés au service de la patrouille frontalière américaine. Quant à Santa Maria, elle fut immédiatement arrêtée et transférée à la prison du comté de Live Oak. Elle doit comparaître devant un juge pour 25 chefs d'accusation liés à la contrebande de migrants. Cet incident rappelle un drame glaçant survenu à San Antonio en 2022, lorsque 51 migrants furent retrouvés morts dans une remorque de camion. Le véhicule, abandonné après une panne mécanique, fut découvert par un employé municipal qui avait entendu des cris. Malheureusement, 46 personnes étaient déjà décédées à l'arrivée de la police, et les autres perdirent la vie à l'hôpital. Heureusement, cette fois-ci, rien de tel ne s'est produit. Mais nul ne peut dire ce qui serait arrivé si les forces de l'ordre n'avaient pas agi rapidement. L'État de l'Oregon, aux États-Unis, n'est pas particulièrement réputé pour ses paysages et sa faune. Cependant, le Silver State, comme on l'appelle, abrite également certaines grottes uniques où reposent des secrets des plus troublants. L'un de ces secrets a été mis au jour dans la mine de McCoy, située dans la région de Lander County, par un YouTuber nommé Connor Kelly. La mine de McCoy est une ancienne mine d'or et d'argent perchée à 5400 pieds d'altitude. Connor et ses amis s'amusaient lorsqu'ils sont tombés sur cette grotte mystérieuse. Ils décidèrent d'aller l'explorer. C'est alors qu'ils découvrirent une scène perturbante qui les hantera pendant longtemps. Into there. This dead end. I see some pretty crazy stuff. It's cool. Lorsqu'ils entrèrent, ce n'était pas très aventureux, et le groupe avança plus loin en silence. À mesure qu'ils s'enfonçaient dans la mine, leurs lampes torches commencèrent à capter un reflet inhabituel venant de l'intérieur de la grotte. Ils se dirigèrent donc vers la source de ce reflet et en découvrirent d'autres. Incertains de ce qui faisait rebondir la lumière, ils ralentirent leur marche, pointant leurs faisceaux devant eux pour tenter d'apercevoir ce qui se trouvait plus loin. C'est à ce moment-là qu'ils le virent, un tas de chaussures d'enfants. La pile était énorme, les chaussures entassées les unes sur les autres, sur un côté de la mine. En y regardant de plus près, ils constatèrent que ces chaussures étaient anciennes, probablement vieilles de 30 à 40 ans. Puis ils aperçurent autre chose, quelque chose de bien plus glaçant. Yeah, Dad. Check it out. So this is more than a little disconcerting. It's just a pile of shoes and there's some bones in there. There's like bones. There's bones. A pile of shoes. How old would you say these shoes are, Dad? That's a bone right there. Des restes squelettiques. Ils virent des os en décomposition qui ne s'imbriquaient pas entre eux et semblaient appartenir à plusieurs animaux. Certains de ces os jonchaient même le sol, plus loin à l'intérieur de la mine, alors que les chaussures étaient soigneusement regroupées en un seul endroit. Les os, eux, étaient éparpillés dans toute l'enceinte, sans laisser le moindre indice sur leur origine. Dude, let's let Shane take point here. Cependant, cela n'a pas empêché les enquêteurs en ligne de formuler leurs propres théories. Qui donc rassemblerait de vieilles chaussures d'enfants pour les déposer dans une grotte? Cela ne semble pas être le cas. Au contraire, l'endroit laisse plutôt penser à quelque chose de bien plus sinistre. In this. Way too big for a human. So, I kind of want to see what's in there. L'une des premières théories, et l'une des plus soutenues, dépeint un tableau alarmant. Les commentaires relient la pile de chaussures à des événements horrifiants impliquant des tueurs en série. Un commentateur a souligné que les chaussures sont souvent l'un des objets les plus précieux dans les affaires de personnes disparues. Ainsi, de nombreux criminels veillent à ce que les chaussures de leurs victimes restent cachées. L'un d'eux aurait-il pu rassembler ces chaussures et les apporter à la mine pour les conserver en sécurité? Il est notable que les chaussures n'ont jamais été retrouvées dans 15% des disparitions recensées dans le cadre du phénomène des Missing 4 Ins. Ces chaussures auraient-elles été récupérées d'un groupe d'enfants enlevés,
l'histoire nous raconte des cas de tueurs qui prennent des objets appartenant à leurs victimes comme trophées. Les chaussures font partie des biens les plus souvent mentionnés. Étrangement, une vidéo similaire a été publiée par un autre YouTuber, Walter Skipper, en 2016. Cette grotte avait été repérée dans l'Oregon, mais elle contenait également des objets étranges. Il est à noter que l'Oregon a une histoire de criminels obsédés par les chaussures. À la fin des années 1960, le tueur en série américain Jerry Brudos est connu pour avoir conservé les chaussures de ses victimes dans cet état. Cependant, cette mystérieuse grotte, plus tard identifiée sous le nom de Malheur Cave, est liée à la franc-maçonnerie. C'est l'une de celles utilisées par les francs-maçons. Une vidéo TikTok montrait un symbole étrange à l'entrée, suggérant qu'il se passait quelque chose à l'intérieur de la grotte. On aurait dit que quelqu'un ou un groupe avait marqué la grotte pour une raison particulière. Les commentaires ont souligné que le symbole appartenait aux francs-maçons. Leur page Facebook indiquait qu'ils tenaient une réunion annuelle dans la grotte. Ils permettaient l'exploration de la grotte jusqu'en 2019, année où elle a été victime de vandalisme. Ils ont ensuite installé une grille métallique pour empêcher que cela se reproduise. Que pensez-vous qu'il se passe à l'intérieur de ces grottes et en avez-vous trouvé d'autres semblables? Dites-le nous dans les commentaires.